Guillaume Trichard, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique en France. Vous venez d'effectuer une tournée en Afrique, une nouvelle tournée en Afrique, la troisième. Vous avez déjà visité 6 pays d'Afrique depuis votre élection en août 2023. Là, vous étiez au Togo pour les 32e REFRAM, c'est-à-dire les rencontres fraternelles africaines et malgaches. Vous y avez d'ailleurs rencontré la première ministre togolaise. Pourquoi cette appétence pour l'Afrique? Vous y êtes souvent allé, donc, et vous allez d'ailleurs y retourner. Peut-être allez-nous nous l'annoncer. Est-ce que le Grand Orient de France a un rôle particulier à jouer dans les années à venir en Afrique? Alors, le Grand Orient de France, tout d'abord, ce n'est pas le Grand Orient français. Donc, nous sommes une obédience libérale et adogmatique. La principale, vous avez dit, de France, la première, mais surtout la première libérale et adogmatique du monde. Et donc, la responsabilité du Grand Orient de France, c'est finalement aujourd'hui celle d'être une grande sœur, la grande sœur des obédiences libérales et adogmatiques du monde. Et donc lorsque vous avez un continent tel que le continent africain, avec autant de pays dans lesquels la franc-maçonnerie libérale et adogmatique est implantée, avec des loges du Grand Orient de France, mais également avec des obédiences amies et des obédiences alliées, ben c'est le rôle du grand maître d'aller visiter ses homologues en Afrique et d'aller visiter évidemment les frères et les sœurs dans nos loges. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que oui, je crois que le Grand Orient de France a un rôle à jouer dans un continent où, évidemment, les questions de liberté, d'égalité, de fraternité sont posées. Je crois que l'Afrique est à un tournant. Il y a un tournant qui s'effectue. Et je crois que le Grand Orient de France, les francs-maçons en général, ont ce rôle à jouer je le dis souvent, de vigie, de sentinelle de la République universelle, et elle ne se limite pas évidemment aux frontières hexagonales. Vous faites référence bien sûr au bouleversement très important qui secoue l'Afrique de l'Ouest notamment, depuis quelques années, on l'a vu. Mais comment allez-vous le jouer, ce rôle, dans l'avenir? Alors, avant tout, et je crois que c'est important de le dire, ce n'est pas l'obédience qui joue un rôle. Ce sont les francs-maçons et les francs-maçonnes du Grand Orient de France. Et donc quand je vais visiter nos loges, nous avons plusieurs loges. Vous parliez du Togo. Au Togo, nous avons 6 loges. Vous pourriez parler du Cameroun, où j'ai été. Au Cameroun, nous avons 3 loges. Nous avons 3 loges également en Côte d'Ivoire. Et puis nous avons ces obédiences amies ou ces obédiences alliées, libérales et adogmatiques, qui sont souvent nées de loges anciennes du Grand Orient de France et pour lesquelles nous avons une responsabilité, je l'ai dit, de grande sœur à jouer. Et donc, je le redis, ce sont les francs-maçons et les francs-maçonnes, les frères et les sœurs de ces obédiences, de nos loges, qui ont un rôle à jouer dans leur pays. Je crois que le moment et l'heure où le Grand Orient de France pouvait se comporter en donneur de leçons est passé. Nous sommes plutôt dans un rôle d'accompagnement des obédiences amies et alliées de nos loges pour faire rayonner nos principes et nos valeurs. Oui, parce que c'est pas facile d'être franc-maçon en Afrique. Souvent, la franc-maçonnerie fait peur. On lui attribue des pouvoirs qui relèvent plutôt du fantasme. Mais alors, comment faire pour faire évoluer ces mentalités aujourd'hui en Afrique? Alors, il faut inverser le sujet, c'est-à-dire que c'est parce que la franc-maçonnerie, dès le XVIIIe siècle, dès sa naissance, a inquiété les pouvoirs en place. Et le premier pouvoir qui était inquiété, c'était le Vatican et l'Église catholique, que dès 1738, le pape Clément XII prononce une bulle papale d'excommunication des francs-maçons. Pourquoi? Parce que dans nos loges, on débat de tout. On y parle de liberté, d'égalité, de fraternité.
évidemment entre les frères et les sœurs, mais au-delà pour nos frères et sœurs en humanité dans les différents pays. Donc, les pouvoirs de tout temps ont été inquiétés par ce qui pouvait se passer dans la discrétion de nos murs, de nos temples. Et donc s'est mis en place très progressivement un antimaçonnisme avec une propagande antimaçonnique qui donc a inventé tout un tas d'histoires saugrenues pour disqualifier les francs-maçons, pour les stigmatiser, voire même jusque le summum de l'horrible, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les arrêter, les torturer, les emprisonner et les assassiner. Et donc, ce mouvement antimaçonnique existe sur tous les continents. En Afrique, il est évidemment présent. Et donc, comment faire pour sortir de cette ornière? Eh bien, il faut faire plus de communication, d'extériorisation. Il faut aller expliquer ce que nous sommes, parce que nous ne devons pas, évidemment, avoir peur, premièrement, et avoir honte, deuxièmement, de ce que nous sommes et de ce que nous avons fait dans l'histoire de l'humanité. Je prends un franc-maçon qui est connu de tous, Victor Schœlcher. Victor Schœlcher a contribué, vous le savez, à l'abolition de l'esclavage. Victor Schœlcher, vous le savez, est une figure tutélaire pour beaucoup d'hommes et de femmes qui s'engagent dans la société civile. Et je crois vraiment que son exemple est typiquement l'exemple de l'engagement des francs-maçons et des francs-maçonnes dans la cité, c'est-à-dire des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent faire le bien autour d'eux. C'est ce que nous sommes amenés à faire et c'est ce que nous allons continuer de faire. Bien, alors donc vous venez de nous développer les ambitions, en quelque sorte, du Grand Orient de France en Afrique et pour l'Afrique et pour les temps à venir. Mais c'est à se demander si la France s'intéresse autant aujourd'hui à l'Afrique qu'hier. Nous venons d'apprendre récemment que l'aide publique au développement allait être ponctionnée, et pas qu'un peu, hein, puisque le ministère de l'économie et des finances a annoncé une coupe de 800 millions d'euros. Comment qualifieriez-vous cette mesure? Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas de commentaire à faire sur une annonce du ministre de l'économie et des finances. Simplement, ce que je peux dire, et dans le cadre des discussions que j'ai pu avoir avec des décideurs politiques, vous en avez cité quelques-uns, j'ai rencontré effectivement la première ministre au Togo. Ce qu'on me dit, c'est quoi? C'est que les pays en Afrique sont désireux de plus de coopération, de plus de partenariats. Mais pas forcément des partenariats avec la France, des partenariats avec des villes de France. Je suis allé visiter la ville d'Anéo au Togo, la commune de Lac 1. Eh bien, ils ont un partenariat avec les Yvelines et avec des villes des Yvelines. Et je crois que cette façon de mettre en place des partenariats entre des villes et des régions de France avec des villes et des régions de certains pays d'Afrique, d'une part, et également des partenariats entre des entreprises françaises et des entreprises des pays d'Afrique. Je ne veux pas dire de l'Afrique, parce que vous savez ce que j'en pense. Je considère qu'il y a des Afriques et qu'il n'y a pas l'Afrique. Et donc je crois que ce type de partenariat, c'est certainement une nouvelle forme de partenariat pour le développement des différents États. Est-ce que ça peut être à la hauteur du défi qui est aujourd'hui lancé à la France? On le voit. Bon, d'abord, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu toute une série de coups d'État militaires dans le Sahel. Et aujourd'hui, on voit une jeunesse, certes chauffée à blanc par les réseaux sociaux, mais qui rejette la politique de la France en Afrique. Certains même rejettent la France, tout simplement. Annoncer au même moment une coupe claire dans les budgets d'aide publique au développement. Comment faire justement pour réconcilier les consciences dans un moment aussi délicat? Que peut faire le Grand Orient de France pour que demain la jeunesse africaine cesse de rejeter ainsi la France?
Écoutez, déjà, moi, je ne généralise jamais. Donc, parler de la jeunesse africaine, ça signifierait qu'elle est monobloc, qu'elle est identique partout. Et vous savez ce que je pense du fait qu'il y a des Afriques, d'abord il y a des sous-régions, vous le savez, mais au sein des sous-régions, vous avez des originalités, des histoires des différents pays. Donc je crois qu'on ne peut pas faire des schémas très généralistes sur le sujet. Ceci étant dit, vous l'avez expliqué, on a d'abord une montée des intégrismes religieux. Ouais. Et quand vous parlez de ce qui se passe dans la région Sahel, c'est quand même à la base ces intégrismes religieux qui progressent et qui de façon très sournoise se sont immiscés dans le pouvoir politique et ont pactisé avec certains politiciens. Je crois qu'il est bon de rappeler, et c'est ce que peut faire simplement à son modeste niveau le Grand Orient de France, c'est que nous sommes attachés à la liberté absolue de conscience. Et vous parliez des jeunes et des réseaux sociaux. Effectivement, il faut que nous puissions inspirer nos jeunes à lire, s'intéresser aux sciences, ne pas voir le monde sous le prisme d'un tweet ou d'un TikTok. Je crois que le vrai sujet est là. Le sujet, c'est ce siècle des Lumières qui a apporté tant à l'humanité et qui est tant nécessaire, mais pas uniquement en Afrique, dans le monde entier. Parce que vous parliez de la jeunesse d'Afrique, mais la jeunesse en France, la jeunesse en Allemagne, la jeunesse aux États-Unis, parlons-en, elle est également soumise aux mêmes vices et vertus de cette société de l'information accélérée. Et je crois que c'est pour le coup le rôle des francs-maçons qui sont attachés à la complexité des choses, au doute. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de dogme, et que pour chacun des problèmes, chaque situation, eh bien, elle est complexe et elle nécessite d'aborder les choses avec un peu de retenue, un peu de doute, un peu de questionnement. C'est la meilleure chose qu'on puisse essayer d'offrir aux jeunes. Ça, c'est une première chose. Et puis, évidemment, moi, ce qui me percute, évidemment, quand je visite des pays en Afrique ou ailleurs, c'est la situation de l'emploi, la situation économique. Ce qui est fondamental, c'est d'offrir aux jeunes, mais c'est partout pareil, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est aussi en Europe, des perspectives de vie. Et je crois que là, c'est le premier rôle des dirigeants de tous les États, c'est d'offrir un espoir, une espérance à la jeunesse. Il faut également évoquer le rôle que d'autres puissances dans le monde jouent en ce moment en Afrique dans ce mouvement-là. On a vu que plusieurs très grands pays se sont forgés une alliance qu'on appelle les BRICS, dans laquelle on retrouve 5 immenses pays qui représentent déjà seuls la moitié de l'humanité, et d'autres veulent les rejoindre. On parle du Sud global. Est-ce que ce monde en plein bouleversement ne nécessite pas davantage que des paroles de bienveillance et de réconfort et d'appel à la sagesse? Est-ce que vous ne les percevez pas, ces BRICS en Afrique, comme une menace pour la France? Moi, je suis le grand maître du Grand Orient de France. Je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas en charge des activités de la France. Le Grand Orient de France, je vous l'expliquais, est partout dans le monde. Donc l'intérêt du Grand Orient de France, c'est que la concorde et la paix soient sur toute la surface du globe. Et vous me parlez des BRICS, la recomposition finalement du monde, avec l'émergence, ou plutôt la consolidation, parce que le fait même de parler d'émergence aujourd'hui signifie qu'on ne l'a pas vu venir, sauf que ça fait déjà plusieurs années, voire même décennies, qu'il y a émergence. Parce que dans les BRICS, il y a le C de Chine. La Chine, elle ne s'est pas réveillée il y a 2 ou 3 ans. Elle est réveillée déjà depuis des dizaines d'années, avec le fait que ce continent est devenu le continent usine de toutes les sociétés du monde.
Et donc, c'est un continent qui s'est enrichi, c'est un pays considérable. Simplement, on parlait de la jeunesse et du travail et de l'espérance pour les jeunes en Afrique. Moi, ce que je constate, c'est que quand la Chine vient construire un stade ou des infrastructures, elle y fait travailler des Chinois. Elle n'y fait pas forcément travailler des jeunes d'Afrique. Donc je suis très précautionneux sur cette recomposition. Ce qui est sûr, c'est que parmi ces BRICS, il y a des pays qui n'ont pas en leur cœur les valeurs et les principes que nous servons, que nous chérissons au Grand Orient de France. La liberté, l'égalité, la fraternité. République populaire de Chine, on ne peut pas dire que ce soit une grande démocratie. La Fédération de Russie, on ne peut pas dire que ce soit une grande démocratie. Et donc évidemment, si le développement économique doit passer par la négation de ces principes-là, évidemment, le Grand Orient de France n'y est pas favorable. Je crois que le développement doit être à la fois un développement harmonieux, respectueux aussi de l'environnement, mais respectueux des principes et des valeurs auxquelles on est attaché. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le règne du développement économique à tout crin au mépris d'un certain nombre de valeurs démocratiques essentielles. Alors, la question est importante parce que jusqu'à présent, en tout cas, la France agit en concertation assez étroite en Afrique avec les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'elle doit continuer à le faire compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, des perspectives? Je fais bien sûr allusion à la prochaine élection présidentielle américaine. La France doit-elle continuer dans cette voie en Afrique ou pas, selon vous? Je vais vous redire que le Grand Orient de France n'est pas le Grand Orient de la République française. Donc je ne vais pas faire des commentaires sur ce que doit être la politique de la France, parce qu'à ce moment-là, je pourrais aussi parler de la politique des États-Unis. Nous y avons des loges, de la politique de certains États africains où nous avons des loges. Non, pour être très sérieux, je crois que la République française s'inscrit dans la communauté internationale et notamment avec l'Union européenne. Pour le reste, je n'ai pas plus de commentaires à faire que cela. Ce qui compte, encore une fois, c'est le développement harmonieux dans le respect des principes et des valeurs démocratiques. Oui, dans ce temps, beaucoup de jeunes Africains prennent la pirogue, essayent de venir en Europe dans l'espoir de trouver une nouvelle vie, du travail, enfin, des perspectives qui n'existent pas beaucoup, pas assez en Afrique. Et la France vient de prendre une loi sur l'immigration. Justement, quel regard portez-vous sur, non pas sur la loi, mais alors sur les débats les débats passionnés qu'elle a déclenchés en France? Ce sujet est au cœur de l'engagement humaniste du Grand Orient de France et des francs-maçons et des francs-maçonnes du Grand Orient de France. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer une grande réflexion sur le thème des migrations. Pas de l'immigration, mais des migrations, avec nos amis des obédiences maçonniques africaines, européennes et méditerranéennes, pour justement apporter un peu de raison et de hauteur de vue dans ce débat public. Parce que vous avez cité cette loi immigration qui a été sévèrement sanctionnée par le Conseil constitutionnel, qui, pour le Grand Orient de France, très clairement, avait des accents et des relents xénophobes. La xénophobie, il faut savoir encore une fois bien la définir, c'est la peur de l'étranger. Et elle était symptomatique de cette peur de l'étranger, de l'immigré. Moi, je rappelle que notre République s'est construite en France sur la base de vagues migratoires successives qui ont fait la richesse, et les cultures le démontrent, les cultures régionales de notre pays. Mais c'est le cas d'ailleurs sur tous les continents. Il y a des vagues migratoires également sur le continent africain. Vous savez qu'il y a des migrations entre États, il y a des ethnies qu'on retrouve dans différents États d'Afrique. Et donc, ce sujet des migrations nécessite justement une approche, un regard scientifique, démographique, culturel, économique, pour remettre des chiffres et des perspectives
et éviter de tomber dans les postures et les impostures de l'extrême droite, celle du rejet de l'autre, de la xénophobie et du racisme. Guillaume Trichard, un grand merci pour ces paroles qui me font penser à un personnage historique du XVIe siècle, Léon de Médicis, qu'on appelait Léon l'Africain. Ne seriez-vous pas le Guillaume l'Africain du XXIe siècle pour le Grand Orient de France? Vous parlez d'Assad El-Ouassane, oui. qui a eu ce surnom de Léon l'Africain relativement tardivement. Il disait, d'ailleurs Amin Malouf a écrit un très beau livre à ce sujet, il disait « Je ne suis d'aucune tribu, d'aucun pays, je suis de la route, je suis des caravanes, des cultures différentes ». Vous me parlez de cette époque de la Renaissance, donc évidemment qui parle aux francs-maçons que je suis, mais là encore, les temps ont changé. Donc, puisque je vous dis que je considère qu'il n'y a pas l'Afrique, mais les Afriques, je vais vous dire également que je ne serai pas Guillaume l'Africain, je serai plutôt Guillaume des Afriques, ou surtout ami de l'Afrique, ou avec peut-être d'un peu d'arrogance africaniste, comme on dit. Bref, amoureux de ces cultures, de ces civilisations, des enjeux qui se posent à ces sociétés, à ces hommes et à ces femmes. Et modestement, on va essayer d'y apporter notre pierre, comme on dit dans le jargon maçonnique. Léon l'Africain avait écrit un livre qui s'appelait « Description de l'Afrique » en 1525. Peut-être qu'en 2025, j'écrirai un livre dédié à l'Afrique. Nous verrons. Guillaume, ami de l'Afrique, merci. Merci beaucoup.